Marley de Charlotte Brontë. Partie 2, chapitre 9. Cas de persécution domestique. Remarquable exemple de pieuse persévérance dans l'accomplissement de devoirs religieux. Martin avait bu à la coupe de l'excitation. Il voulait tremper ses lèvres une seconde fois. Ayant senti la dignité du pouvoir, il lui répugnait de le quitter. Miss Elstone, cette fille qu'il avait toujours appelée laide et dont le visage était maintenant perpétuellement devant ses yeux, le jour et la nuit, dans l'obscurité et à la clarté du soleil, s'était trouvée une fois dans sa sphère. La pensée que cette visite ne se renouvellerait plus l'agitait. Quoiqu'il ne fût qu'un écolier, ce n'était point un écolier ordinaire. Il était destiné à devenir un original. Quelques années plus tard, il prit grand-peine à se parer et à se polir sur le patron du reste du monde, mais il n'y réussit jamais. Une empreinte unique le marqua toujours. Le voilà assis à son pupitre dans l'école de grammaire, cherchant dans son esprit le moyen d'ajouter un second chapitre à son roman commencé. Il ne savait pas encore combien de vies de romans commencés sont condamnées à ne pas aller plus loin que le premier, ou au plus le second chapitre. Il passa son demi-congé du samedi dans les bois, en compagnie de son livre de légendes féeriques et de cet autre livre non écrit de son imagination. Martin avait une irréligieuse répugnance à voir arriver le dimanche. Son père et sa mère, tout en niant avoir rien de commun avec l'église établie, ne manquaient jamais, le saint jour venu, de remplir leur large banc dans l'église de Briarfield avec toute leur jeune et florissante famille. En théorie, M. York plaçait toutes les sectes et toutes les églises sur le même niveau. Mistress York accordait la palme aux Moraves et aux Quakers à cause de la couronne d'humilité que portaient ces dignes personnages. Ni l'un ni l'autre, cependant, ne mettait jamais le pied dans un conventicule. Martin, dis-je, détestait le dimanche, parce que le service du matin était long, et le sermon assez généralement peu de son goût. Ce samedi après-midi, cependant, ses sylvestres méditations lui découvrirent un nouveau charme dans le jour qui allait suivre. Ce fut un jour de neige abondante, si abondante que Mistress York, pendant le déjeuner, annonça sa conviction que les enfants, à la fois garçons et filles, feraient mieux de rester à la maison, et sa décision qu'au lieu d'aller à l'église, ils resteraient pendant 2 heures en silence dans le parloir du fond, tandis que Rose et Martin liraient alternativement une suite de sermons, des sermons de John Wesley. John Wesley, étant un réformateur et un agitateur, avait à la fois place dans la faveur de Mistress York et dans celle de son époux. « Rose fera bien ce qui lui plaira, » dit Martin, sans détacher ses yeux du livre dans lequel, selon sa coutume alors et par la suite, il étudiait en digérant son pain et son lait. « Rose fera ce qu'on lui commandera, et Martin aussi, » dit la mère. « Je veux aller à l'église. » Ainsi répondit ce fils, avec l'ineffable quiétude d'un vrai York, qui sait ce qu'il veut et connaît les moyens de faire sa volonté, et qui, mis au pied du mur et ne pouvant reculer, se ferait tuer plutôt que de capituler. « Il ne fait pas un temps à sortir, » dit le père. Pas de réponse. Le jeune homme lisait sérieusement. Il brisait lentement son pain et buvait son lait. « Martin n'aime pas aller à l'église, mais il aime moins encore obéir, » dit Mistress York. « Je suppose alors, » dit Martin, « que je suis influencé par pure perversité ? » « Oui, certainement. »« Ma mère, vous êtes dans l'erreur. »« Par quoi êtes-vous donc influencé ? » ?»« Par une complication de motifs qu'il me serait aussi impossible de vous expliquer, que de retourner mon être à l'envers pour vous faire voir l'intérieur de ma machine humaine. »« Écoutez, Martin, écoutez-le, » s'écria M. York. « Il faut que je fasse suivre à ce garçon-là la carrière du barreau. La nature l'a destiné à vivre avec sa langue. Esther, votre 3e fils sera certainement un avocat. Il a toutes les qualités de la profession, un orgueil cuirassé et des mots, des mots, des mots. »« Un peu de pain rose, s'il vous plaît, » demanda Martin, avec une sérénité, une gravité, un flegme imperturbable. Le jeune homme avait naturellement une voix douce et plaintive, qui dans ses moments d'humeur atteignait à peine au murmure d'une femme. Plus son humeur était inflexible et entêtée, plus douce et plus triste était sa voix.
Il agita la sonnette et demanda doucement ses souliers. « Mais Martin, fit observer son père, il y a de la neige tout le long de la route. Un homme pourrait à peine se frayer un chemin au travers. Cependant, mon garçon, continua-t-il, voyant que Martin se levait au moment où la cloche de l'église commençait à sonner, ceci est un cas dans lequel je ne voudrais en aucune façon empêcher un obstiné garçon de faire sa volonté. Allez à l'église, comme vous pourrez. Il fait un vent affreux. Le verglas est glissant et la neige abondante sous les pieds. Allez donc, puisque vous préférez cela à un bon feu. » Martin prit tranquillement son manteau et son bonnet et sortit avec résolution. « Mon père a plus de sens que ma mère, dit-il. Combien les femmes en ont peu. Elles enfoncent leurs ongles dans la chair, pensant qu'elles frappent sur une pierre insensible. » Il arriva de bonne heure à l'église. Maintenant, si le temps l'effraie, et c'est une véritable tempête de décembre, ou si cette mistress prieure s'oppose à ce qu'elle sorte et que je ne puisse la voir, cela me vexera beaucoup. Mais tempête ou tourbillon, grêle ou glace, elle doit venir. Et si elle a une âme digne de ses yeux et de ses traits, elle viendra. Elle se trouvera ici, dans l'espoir de me voir, comme je m'y trouve moi-même dans l'espoir de l'y rencontrer. Elle aura besoin d'entendre un mot touchant, son maudit amoureux, comme j'ai besoin de respirer de nouveau le parfum de ce que je crois être l'essence de la vie. L'aventure est à la stagnation, ce que le champagne est à la bière éventée. Il regarda autour de lui. L'église était froide, silencieuse et vide. Il n'y avait encore qu'une seule femme. Comme le carillon cessait et qu'une seule cloche continuait à tinter lentement, quelques vieilles paroissiennes entrèrent, l'une après l'autre, et allèrent prendre place sur des sièges communs. Ce sont toujours les plus faibles, les plus vieux et les plus pauvres, qui bravent le temps le plus mauvais, pour prouver leur fidélité et leur attachement à leur chère vieille mère l'Église. Ce matin-là, aucune famille riche ne vint, aucune voiture ne parut, tous les bancs garnis d'étoffes et de coussins demeurèrent vides. Sur les bancs de chêne nus se tenaient seuls rangés les vieillards pauvres et faibles. « Je la mépriserai, si elle ne vient pas », se murmurait Martin à voix basse et avec irritation. Le large chapeau du recteur avait passé le porche. M. Elstone et son clerc étaient dans la sacristie. Les cloches firent silence, le pupitre fut rempli, les portes furent fermées et le service commença. Le banc de la rectorerie était demeuré vide. Elle n'était pas là. Martin la méprisait. Indigne créature, créature éventée et vulgaire. Elle est comme toutes les autres filles, faible, égoïste et frivole. Telle était la liturgie de Martin. Elle ne ressemble pas à la femme de notre tableau. Ses yeux ne sont ni grands ni expressifs. Son nez n'est pas droit, délicat, grec. Sa bouche n'a pas ce charme que je lui croyais, et qui, je m'imaginais, eût pu dissiper la tristesse de mes moments de plus mauvaise humeur. Qu'est-elle donc? Une poupée? Un joujou? Une fille, enfin? Le jeune cynique était si absorbé qu'il oublia de se relever au moment convenable et qu'il était encore à genoux dans une exemplaire attitude de dévotion, lorsque, les litanies finies, la première hymne fut commencée. La pensée d'être ainsi aperçu ne contribua pas à le radoucir. Il se leva en rougissant, car il était aussi sensible au ridicule qu'une jeune fille. Pour empirer encore les choses, la porte de l'église se rouvrit, et les ailes commencèrent à se remplir. Une centaine de petits pieds firent résonner le pavé du temple. C'étaient les écoliers du dimanche. Selon la coutume suivie à Briarfield pendant l'hiver, ces enfants étaient tenus dans un endroit où il y avait un poêle chaud, et on ne les conduisait à l'église qu'avant la communion et le sermon. Les petits furent d'abord placés, et enfin, quand les plus jeunes garçons et les plus jeunes filles furent tous rangés, quand l'orgue fit entendre ses notes sonores, quand le chœur et la congrégation se levèrent pour entonner un cantique, une classe de jeunes femmes entra tranquillement, fermant la procession. Leur maîtresse, après qu'elles se furent assises, passa dans le banc de la rectorerie. Le manteau gris à la française et le petit chapeau de castor étaient connus de Martin. C'était ce même costume que ses yeux brûlaient de rencontrer. Miss Elstone n'avait pas souffert que l'orage lui fût un empêchement. Après tout, elle était venue à l'église. Martin murmura probablement sa satisfaction à son livre d'heures.
Du moins, il le tint collé sur son visage pendant 2 minutes. Satisfait ou non, il eut le temps de s'irriter violemment contre elle avant que le sermon ne fût fini. Elle ne tourna pas les yeux de son côté, où il n'eut pas une seule fois la chance de rencontrer son regard. « Si elle ne fait pas attention à moi, se disait-il, si elle fait voir que je n'occupe pas sa pensée, j'aurai d'elle une plus mauvaise opinion que jamais. Ce serait honteux à elle d'être venue pour ces écolières du dimanche à face de brebis, et non à cause de moi ou de ce grand squelette de Moore. » Le sermon eut une fin. La bénédiction fut prononcée. La congrégation se dispersa. Elle ne s'était pas rapprochée de lui. Cette fois, quand Martin mit son visage dehors, il trouva que le froid était mordant et le vent de l'Est glacial. Son plus court chemin était à travers les champs. Il était dangereux, parce qu'il n'y avait pas de passage tracé. Il n'y fit pas attention, et il le prit. Vers la seconde barrière s'élevait un bouquet d'arbres. Est-ce que c'était un parapluie qui attendait là ? Oui. Un parapluie maintenu difficilement contre le vent. Derrière ce parapluie voltigeait un manteau gris à la française. Martin grinçait les dents, s'efforçant de gravir la montée encombrée par la neige, et aussi difficile à escalader que les pentes des régions supérieures de l'Etna. Sa figure avait une expression indéfinissable quand, ayant atteint la barrière, il s'assit dessus froidement, et ouvrit ainsi une conférence que, pour sa part, il n'eût pas été fâché de prolonger indéfiniment. « Vous devriez faire un marché, me changer contre Mistress Prior. » « Je n'étais pas sûre que vous prendriez ce chemin, Martin, mais j'ai cru devoir courir la chance. Il est impossible de se dire tranquillement un mot dans l'église ou dans le cimetière. Consentez-vous ? Voulez-vous céder Mistress Prior à sa mère et me mettre dans les jupes de cette dame ? Comme si je pouvais vous comprendre. Qu'est-ce qui vous a mis Mistress Prior dans la tête ? Vous l'appelez maman, n'est-ce pas ? C'est maman. Ce n'est pas possible. Ou c'est une maman si inutile et si négligente que je vaudrais 5 fois mieux qu'elle. Vous pouvez rire. Je n'ai aucune objection à vous voir rire. Vos dents. J'abhorre les vilaines dents. Vos dents sont aussi jolies que les perles d'un collier dont toutes les perles seraient belles, égales et bien assorties. Encore. Martin ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Je croyais que les York ne faisaient jamais de compliments. Ils n'en ont pas fait jusqu'à la présente génération. Mais je me sens la vocation de créer une autre espèce de York. Je commence à être fatigué de mes propres ancêtres. Nous avons des traditions qui remontent à 4 siècles, des histoires d'Hiram, qui était le fils d'Hiram, qui était le fils de Samuel, qui était le fils de John, qui était le fils de Jérubabel. Tous, depuis Jérubabel jusqu'au dernier Hiram, ont été ce que vous voyez, mon père. Avant celui-là, il y eut un Godefroy. Nous avons son portrait. Il est dans la chambre de Moore. Il me ressemble. Je ne sais rien de son caractère, mais je suis sûre qu'il était différent de celui de ses descendants. Il a de longs cheveux noirs bouclés. Il est soigneusement et cavalièrement vêtu. Ayant dit qu'il me ressemble, je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il est beau. Vous n'êtes pas beau, Martin ? Non, mais attendez un peu. Laissez-moi le temps. J'entendais ce jour commencer à me cultiver, à me polir, et vous verrez. Vous êtes un étrange et fort extraordinaire garçon, Martin. Mais ne vous inquiétez pas de devenir jamais beau. Vous ne le pouvez. Je veux essayer. Mais nous parlions de Mistress Prior. Elle doit être la mère la plus dénaturée qui soit au monde, de laisser froidement sortir sa fille par un temps pareil. La mienne était dans une telle rage, parce que je voulais aller à l'église, qu'elle eût été capable de me jeter le balai de la cuisine après les talons. Maman était fort en peine, et ne voulait pas me laisser sortir, mais je crains de m'être montrée obstinée. Je voulais sortir. Pour me voir ? Précisément. Je ne pensais à rien autre chose. Je craignais beaucoup que la neige ne vous empêchât de venir. Vous ne sauriez croire combien j'ai eu de plaisir à vous voir à l'église. Je suis venue pour remplir mes devoirs et donner à la paroisse un bon exemple. Ainsi, vous avez été obstiné, dites-vous ? J'aurais aimé à vous voir dans ce moment-là. Si vous m'apparteniez, je vous disciplinerais bien.
Laissez-moi prendre le parapluie. Je ne puis rester plus de 2 minutes. Notre dîner va être prêt. Et le nôtre aussi. Et nous avons toujours un dîner chaud le dimanche. Aujourd'hui, une noix rôtie avec un pâté aux pommes et un pudding au riz. Je m'arrange toujours de façon à connaître la carte. J'aime beaucoup ces choses. Eh bien, j'en ferai le sacrifice, si vous le voulez. Nous avons un dîner froid. Notre oncle ne permet le jour du sabbat aucune cuisine qui ne soit absolument indispensable. Mais il faut que je m'en retourne. La maison serait en révolution si je ne paraissais pas. Il en sera de même à Berermans, bien sûr. Il me semble entendre mon père envoyer le contremaître et 5 des teinturiers pour chercher, dans 6 directions différentes, le corps de son enfant prodigue dans la neige, et ma mère se repentir de ses nombreux torts envers moi, parce qu'elle me croit perdu. Martin, comment se trouve monsieur Moore? Voilà pourquoi vous êtes venu. Juste pour me dire ce mot? Allons, dites-moi vite. Que le diable l'étrangle. Il n'est pas plus mal, mais aussi malmené que de coutume, tenu en cage, et dans le plus complet isolement. Ils veulent en faire un idiot ou un maniaque. Or Sval le fait mourir de faim. Vous avez vu comme il était maigre. Vous avez été très bon l'autre jour, Martin. Quel jour? Je suis toujours bon. Un modèle de bonté. Quand serez-vous de nouveau aussi bon? Je vois où vous voulez en venir, mais vous ne m'enjôlerez pas. Je ne suis pas une patte de chat. Mais il faut que cela soit. C'est une chose tout à fait juste, tout à fait nécessaire. Comme vous y allez. Souvenez-vous que j'arrangeais la chose l'autre jour, de mon propre et libre arbitre. Et vous agirez de même encore. Je ne veux pas. L'affaire m'a donné beaucoup trop d'ennuis. J'aime mes aises. Monsieur Moore désire me voir, Martin. Et moi je désire aussi le voir. Je le crois, dit Martin froidement. C'est très mal à votre mère d'exclure ainsi les amis de Moore. Dites-lui cela. Ses propres parents. Venez et faites-lui des reproches. Vous savez que cela n'avancerait à rien. Eh bien, je m'attacherai à mon idée. Je veux le voir. Si vous ne voulez pas me prêter votre concours, je m'en passerai. Faites. Il n'y a rien de tel que de ne compter que sur soi, de ne dépendre que de soi. Je n'ai pas le temps de raisonner plus longtemps avec vous maintenant, mais je vous trouve agaçant. Bonjour. Et elle s'en alla, le parapluie fermé, car elle n'eût pu le tenir contre le vent. Elle n'est pas éventée, elle n'est pas frivole, se dit Martin. Je la surveillerai. Il me tarde de savoir comment elle s'y prendra, pour se passer de mon aide. La tempête ne serait pas de neige, mais de feu, semblable à celle qui tomba sur les villes maudites, qu'elle se précipiterait au travers pour se procurer 5 minutes de la conversation de ce Moore. Maintenant, il me semble que j'ai eu une agréable matinée. Les désappointements sont allés leur train. Les craintes et les accès de colère ont seulement rendu ce court entretien plus agréable lorsqu'il est enfin venu. Elle croyait tout d'abord m'enjôler. Elle n'y arrivera pas du premier effort. Il faudra qu'elle y revienne de nouveau, et encore, et encore. J'aurai du plaisir à la faire mettre en colère, à la faire pleurer. J'ai besoin de savoir jusqu'où elle ira, ce qu'elle fera et osera pour satisfaire son désir. Il me semble étrange et nouveau de trouver une créature humaine penser autant à une autre créature qu'elle pense à Moore. Mais il est temps de retourner à la maison. Mon appétit marque l'heure. Je veux prendre ma part de loi et nous verrons lequel de Mathieu ou de moi aura aujourd'hui la plus grosse part de pudding. Chapitre 10, dans lequel les choses font quelques progrès, mais pas beaucoup. Martin avait toujours été ingénieux. Il avait imaginé pour son amusement privé un plan fort adroit. Mais de plus vieux et de plus sages rêveurs que lui sont souvent condamnés à voir leurs projets les mieux ourdis réduits au néant par un coup de balai de la fatalité, cette cruelle femme de ménage dont personne ne peut gouverner le bras rouge. Dans la circonstance présente, le balai était fait de rudes fibres et de la résolution opiniâtre de Moore, et lié fortement avec sa volonté.
Il reprenait de jour en jour ses forces et tenait étrangement tête à Miss Horsfall. Chaque matin, il frappait cette matrone d'un nouvel étonnement. D'abord, il la déchargea de ses fonctions de valet de chambre. Il voulait s'habiller lui-même. Puis il refusa le café qu'elle lui apportait. Il voulait déjeuner avec la famille. Puis, enfin, il lui défendit l'entrée de sa chambre. Le même jour, au milieu des cris de toutes les femmes de l'endroit, il sortit de la maison. Le matin suivant, il suivit M. York à son comptoir et lui demanda d'envoyer chercher une voiture à l'auberge de la Maison Rouge. Il était résolu, dit-il, de retourner à Hollow dans l'après-midi même. M. York, au lieu de s'y opposer, l'aida et l'encouragea. On envoya chercher la voiture, quoique Mistress York eût déclaré à Moore que cette imprudence était sa mort. La chaise arriva. Moore, peu disposé à parler, laissa à sa bourse le soin de remplir le devoir de sa langue. Il exprima sa gratitude aux domestiques et à Mistress Horsfall avec le son de son argent. Cette dernière approuva et comprit parfaitement ce langage. Il rachetait toutes les opiniâtretés passées. Elle et son patient se séparèrent les meilleurs amis du monde. La cuisine visitée et apaisée, Moore se rendit au parloir. Il avait à calmer Mistress York, tâche moins facile que celle d'apaiser les servantes. Elle avait l'air fort sombre, ses pensées étaient absorbées par les plus tristes réflexions sur la profondeur de l'ingratitude de l'homme. Il s'approcha et se pencha sur elle. Elle fut bien obligée de lever les yeux, n'eussent été que pour lui dire de se retirer. Il y avait encore de la beauté dans les traits pâles et ravagés du malade. Il y avait de la chaleur et une sorte de douceur, car il souriait, dans ses yeux caves. « Au revoir, dit-il. Et en parlant, un sourire d'attendrissement brilla sur son visage. Il n'avait plus sur ses sensations son autorité de fer. Dans son état de faiblesse, il ne pouvait cacher une légère émotion. « Et pourquoi allez-vous déjà nous quitter ?» lui demanda-t-elle. « Nous vous garderons, et nous ferons tout ce qu'il est possible de faire pour vous, si vous voulez seulement demeurer jusqu'à ce que vous soyez plus fort. »« Au revoir, » répéta-t-il, et il ajouta. « Vous avez été pour moi une mère, donnez un embrassement à votre fils obstiné. » Comme un étranger qu'il était, il lui offrit d'abord une joue, puis l'autre. Elle l'embrassa. « Quel trouble! Quel fardeau j'ai été pour vous !» murmura-t-il. « C'est maintenant que vous me faites le plus de peine. Entêté jeune homme. Je me demande qui va vous soigner au cottage de Hollow. Votre sœur Hortense ne s'entend pas plus à ces sortes de choses qu'un enfant. » « Dieu merci. Les soins pour me conserver la vie ne m'ont pas manqué. » En ce moment, les jeunes filles arrivèrent, Jessie pleurant, Rose calme mais grave. Moore les prit dans le vestibule pour les apaiser, les caresser et les embrasser. Il savait qu'il n'était pas dans la nature de leur mère de supporter la vue des caresses qui n'étaient point pour elle. Elle eût été contrariée de le voir même caresser un petit chat en sa présence. Les garçons étaient autour de la voiture lorsque Moore y monta, mais pour eux, il n'eut point d'adieu. Il dit seulement à M. York. « Vous voilà heureusement débarrassé de moi. Ce coup de fusil a été malheureux pour vous, York. Il a changé Briarmans en un hôpital. Venez me voir bientôt, au cottage. » Il releva la glace, la voiture roula en avant. Au bout d'une demi-heure, il descendait au guichet de son jardin. Après avoir payé le conducteur et renvoyé la voiture, il s'appuya un instant sur ce guichet, à la fois pour se reposer et réfléchir. « Il y a 6 mois, je sortis par cette porte, dit-il, fier, irrité, découragé. Je revins plus triste et plus sage, assez faible, mais non brisé. Un autre monde s'est fait pour moi, un monde froid et gris, calme cependant, et dans lequel, si je n'ai que peu d'espérance, je n'ai du moins pas de crainte. Toutes mes serviles terreurs d'embarras futurs m'ont abandonné. Que le pire arrive, et je puis travailler comme Joe Scott pour gagner honorablement ma vie. Dans un tel sort, je vois de la peine, mais point de dégradation. Autrefois, à mes yeux, la ruine pécuniaire équivalait au déshonneur. Il n'en est pas de même aujourd'hui. Je connais la différence. La ruine est un mal, mais un mal auquel je suis préparé. Je sais le jour où elle viendra. J'ai calculé.
Je puis encore la retarder de 6 mois. Pas une heure de plus. Si pendant ce temps les choses changent, ce qui n'est pas probable, si les liens qui garrottent notre commerce et qui semblent en ce moment indissolubles venaient à se relâcher, de toute chose la moins probable, je pourrais être victorieux dans cette longue lutte. Je pourrais... Grand Dieu, que ne pourrais-je pas? Mais cette pensée est de la folie. Voyons les choses d'œil sain. La ruine abattra sa hache sur les racines de ma fortune. J'en saisirai un rameau, je traverserai la mer et irai le planter dans les forêts de l'Amérique. Louis viendra avec moi. Ne viendra-t-il que Louis? Je ne puis le dire. Je n'ai pas le droit de le demander. Il entra dans la maison. C'était le soir. Le crépuscule n'avait pas encore fait place à la nuit. Un crépuscule sans étoiles et sans lune. Car bien qu'il fît une gelée sèche, le ciel portait un masque de nuages congelés et denses. L'écluse du moulin était aussi gelée, l'eau était fort tranquille. À l'intérieur, il faisait déjà nuit. Sarah avait allumé un bon feu dans le parloir, elle préparait le thé dans la cuisine. « Hortense, dit Moore, pendant que sa sœur s'empressait de le débarrasser de son manteau. Je suis heureux de rentrer à la maison. » Hortense ne sentit point la singulière nouveauté de cette expression de son frère, qui n'avait jamais appelé le cottage sa maison, et auquel ses étroites limites avaient toujours paru plutôt restrictives que protectrices. Cependant, tout ce qui contribuait au bonheur de son frère lui faisait plaisir, et elle s'exprima en conséquence. Il s'assit, mais se releva bientôt. Il alla à la fenêtre, puis il revint, auprès du feu. « Hortense, mon frère ? Ce petit parloir paraît très propre et très agréable. Il est plus brillant que d'habitude. C'est vrai, mon frère. J'ai fait nettoyer scrupuleusement toute la maison pendant votre absence. Ma sœur, je pense que le premier jour de ma rentrée à la maison, nous devrions avoir un ami ou deux pour prendre le thé, ne fût-ce que pour leur faire voir combien vous avez rendu gai et propre ce petit endroit. Vous avez raison, mon frère. S'il n'était pas si tard, je pourrais envoyer chercher Miss Mann. Oui. Mais il est réellement trop tard pour déranger cette bonne lady, et la soirée est beaucoup trop froide pour qu'elle sorte. Comme vous êtes pensif, Gérard, nous devons mettre cela un autre jour. J'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui, chère sœur, quelque paisible convive, qui ne nous fatigue ni l'un ni l'autre. Miss Henley ? Une excellente personne, dit-on, mais elle demeure un peu trop loin. Dites à Harry Scott d'aller à la rectorerie. Portez de votre part à Caroline Elstone une invitation de venir passer la soirée avec vous. Ne serait-il pas mieux de remettre cela à demain, cher frère ? J'aimerais qu'elle vît le cottage tel qu'il est maintenant. Sa brillante et parfaite propreté vous fait tant d'honneur. Cela pourrait lui servir d'exemple. Cela peut et doit lui en servir. Il faut qu'elle vienne. Il alla à la cuisine. « Sarah, retardez le thé d'1 heure, dit-il. Puis il la chargea de dépêcher Harry à la rectorerie, lui donnant une note écrite à la hâte par lui-même et adressée à Miss Elstone. À peine Sarah avait-elle eu le temps de s'impatienter dans la crainte que son thé préparé ne valût rien, que le messager revint, et avec lui le convive invité. Elle entra par la cuisine, monta tranquillement l'escalier de Sarah pour ôter son chapeau et ses fourrures, et redescendit aussi tranquillement, avec ses belles boucles délicatement lissées, son gracieux vêtement de mérinos, son joli col, et son gai petit sac à ouvrage à la main. Elle s'arrêta pour échanger quelques mots bienveillants avec Sarah, pour regarder le nouveau petit chat qui se chauffait devant le foyer, et pour parler au canari que la soudaine flamme du feu avait éveillé sur son perchoir. Puis elle entra dans le parloir. L'aimable salut, l'amical accueil, furent échangés avec la tranquillité qui convient à la rencontre entre cousins. Une sensation de plaisir, subtile et calme comme un parfum, se répandit dans la chambre. La lampe qui venait d'être allumée brillait d'une vive clarté. Sarah apporta le thé. « Je suis heureux d'être revenu à la maison, » répéta Moore. Ils se réunirent autour de la table. Hortense fit principalement les frais de la conversation.
Elle congratula Caroline sur l'évidente amélioration de sa santé. Elle fit la remarque que les couleurs et la rondeur de ses joues revenaient. C'était vrai. Il y avait un changement visible en Miss Elstone. Tout chez elle semblait élastique. L'abattement, la crainte, l'air désespéré avaient disparu. Elle n'était plus accablée, triste, languissante. Elle ressemblait à quelqu'un qui a goûté au cordial de la paix du cœur et s'est élevé sur les ailes de l'espérance. Après le thé, Hortense monta au premier étage. Elle n'avait pas fouillé ses tiroirs depuis 1 mois, et l'envie d'exécuter cette opération était devenue irrésistible. Pendant son absence, la parole passa à Caroline. L'agréable facilité et l'élégance de son langage donnèrent un nouveau charme à des sujets familiers. Une nouvelle musique, dans cette voix toujours douce, surprit et captiva son auditeur. Des ombres et des éclairs d'expression inaccoutumée donnaient à sa jeune physionomie un caractère élevé et plein d'animation. « Caroline, vous avez l'air d'une personne qui aurait entendu de bons présages, » dit Moore, après l'avoir avidement regardée pendant quelques minutes. « Est-ce vrai ? Je vous ai envoyé chercher ce soir pour me réjouir, mais vous me réjouissez plus que je ne l'avais pensé. Je suis heureuse de cela. Est-ce que réellement je vous réjouis ? Vous êtes étincelante. Vos mouvements sont pleins de légèreté. Votre voix est harmonieuse. Il est agréable de se retrouver ici. Il est agréable, vraiment. Je l'éprouve comme vous. Il est agréable aussi de voir la santé sur vos joues et l'espérance dans vos yeux, Carrie. Mais quelle est cette espérance ? Et quelle est la source de cette joie qui brille sur votre visage ? D'abord, une première chose. Je suis heureuse, en maman. Je l'aime tant, et elle m'aime. Elle m'a soignée longtemps et tendrement. Maintenant que ses soins m'ont guérie, je puis m'occuper d'elle, et je suis sa femme de chambre aussi bien que son enfant. Je l'aime, et vous ririez si vous saviez le plaisir que j'ai à lui faire des robes et à coudre pour elle. Elle paraît si gentille maintenant, Robert. Je ne veux plus qu'elle se mette à la vieille mode. Et puis elle est charmante dans la conversation, pleine de sagesse, mûre de jugement, riche d'instruction. Les trésors que ses facultés ont péniblement amassés sont inépuisables. Chaque jour que je passe avec elle, je l'estime davantage et je la chéris plus tendrement. Cette façon dont vous parlez de votre maman, Carrie, suffirait pour rendre quelqu'un jaloux de la vieille lady. Elle n'est pas vieille, Robert. De la jeune lady, alors. Elle ne prétend pas être jeune. Eh bien, de la matrone. Mais vous avez dit que l'affection de maman était une chose qui vous rendait heureuse. Voyons maintenant l'autre chose. Je suis heureuse de vous voir guérie. Puis encore. Je suis heureuse que nous soyons amis. Vous et moi? Oui. Une fois, j'ai pensé que nous ne le serions jamais. Carrie, je veux vous dire quelque jour une chose qui n'est pas à mon avantage, et conséquemment ne vous fera pas plaisir. Oh, ne la dites pas. Je ne pourrais supporter d'être obligée de penser mal de vous. Et moi, je ne puis supporter que vous pensiez de moi mieux que je ne le mérite. Bien. Mais je sais à moitié votre chose, et vraiment je crois que je la sais tout entière. Vous ne le savez pas. Je crois le savoir. Quelle personne concerne-t-elle avec moi ? Elle rougit, elle hésita, elle garda le silence. Parlez, Carrie. Qui concerne-t-elle ? Elle essaya de prononcer un nom, elle ne le put. Dites-le-moi. Il n'y a ici que nous deux. Soyez franche. Mais si j'ai mal deviné ? Je pardonnerai. Dites-le-moi à voix basse, Carrie. Il inclina son oreille près de ses lèvres. Cependant, elle ne voulut ou ne put parler. Voyant que Moore attendait et était résolu d'entendre quelque chose, elle dit enfin « Miss Kildare a passé un jour à la rectorerie. La soirée étant devenue très mauvaise, nous lui avons persuadé de rester toute la nuit. » Et vous et elle avez frisé vos cheveux ensemble ? Comment savez-vous cela ? Et alors vous avez causé.
Et elle vous a dit « Ce n'est pas dans le temps où nous frisions nos cheveux. Ainsi, vous n'êtes pas aussi clairvoyant que vous le pensez, et en outre, elle ne me l'a pas dit. » Vous avez ensuite couché ensemble. Nous avons occupé la même chambre et le même lit. Nous n'avons pas beaucoup dormi. Nous avons causé toute la nuit. J'en jurerais. Et alors elle vous a dit la chose. Tant pis. J'aurais préféré que vous l'eussiez apprise de moi. Vous êtes tout à fait dans l'erreur. Elle ne m'a pas dit ce que vous soupçonnez. Ce n'est pas une personne à proclamer de telles choses. Mais cependant, j'ai inféré quelque chose de ces paroles. J'en ai recueilli davantage par la rumeur publique, et mon instinct a fait le reste. Mais si elle ne vous a pas dit que je désirais l'épouser pour l'amour de sa fortune, et qu'elle m'a refusé avec indignation et mépris, vous n'avez pas besoin de tressaillir et de rougir, ni de piquer ainsi vos doigts tremblants avec votre aiguille. C'est la vérité toute nue, qu'elle vous plaise ou non. Si tel n'a pas été le sujet de ces augustes confidences, sur quel point ont-elles roulé? Vous dites que vous avez causé toute la nuit. Sur quoi? Sur des choses que nous n'avions jamais discutées complètement auparavant, quoique nous fussions amis. Mais vous n'attendez pas que je vous dise cela? Oui. Oui, Carrie, vous me le direz. Vous avez dit que nous étions amis, et les amis doivent toujours se confier leurs secrets. Mais vous êtes sûr que vous ne le répéterez pas? Bien sûr. Pas même à Louis? Pas même à Louis. Qu'a à faire Louis avec des secrets de jeune lady? Robert, Shirley est une curieuse, une magnanime créature. J'ose le dire. Je m'imagine qu'il y a en elle quelque chose de singulier et de grand. Je l'ai trouvée circonspecte à laisser voir ses sentiments. Mais comme ils font irruption comme un fleuve et passent devant vous pleins et puissants, presque à son insu, vous la regardez, vous vous étonnez, vous l'admirez, vous l'aimez. Vous avez vu ce spectacle? Oui, dans l'obscurité de la nuit, lorsque toute la maison faisait silence, que le scintillement des étoiles et le froid reflet de la neige brillaient faiblement dans notre chambre. C'est alors que j'ai vu le cœur de Shirley. Le fond de son cœur? Pensez-vous qu'elle vous ait montré cela? Le fond de son cœur. Et comment était-il? Comme un tabernacle, car il était saint, comme la neige, car il était pur, comme une flamme, car il était ardent, comme la mort, car il était fort. Peut-elle aimer? Dites-moi cela. Que pensez-vous? Elle n'a aimé aucun de ceux qui l'ont aimée encore. Qui sont ceux qui l'ont aimée? Moore cita une liste de gentlemen, finissant par Sir Philip Nunneley. Elle n'a aimé aucun de ceux-là. Cependant, quelques-uns étaient dignes de l'amour d'une femme. De certaines femmes, oui, mais non de Shirley. Est-elle meilleure que celle de son sexe? Elle est particulière et plus dangereuse à prendre pour femme, témérairement. Je m'imagine cela. Elle parla de vous. Oh, vraiment. Je croyais que vous aviez nié cela. Elle n'en parla pas de la façon que vous vous imaginez, mais je lui demandai, et je lui fis dire ce qu'elle pensait de vous, ou plutôt ce qu'elle éprouvait pour vous. J'avais besoin de le savoir. J'avais longtemps désiré le savoir. Et moi aussi. Mais j'écoute. Elle me méprise sans doute. Elle a presque de vous l'idée la plus haute qu'une femme puisse avoir d'un homme. Vous savez qu'elle est éloquente. Il me semble encore entendre le langage bouillant avec lequel elle exprimait son opinion. Mais quels sont ses sentiments? Jusqu'à ce que vous l'eussiez offensée, elle m'a dit que vous l'aviez offensée, sans me dire comment. Elle avait pour vous les sentiments d'une sœur pour un frère qu'elle aime et dont elle est fière. Je ne l'offenserai plus, Carrie, car l'offense a rebondi sur moi de façon à me faire chanceler longtemps. Mais cette comparaison de frère et de sœur est un non-sens. Elle est trop riche et trop fière pour avoir envers moi des sentiments fraternels. Vous ne la connaissez pas, Robert. Et même, je pense maintenant, j'avais d'autres idées autrefois, que vous ne pouvez la connaître.
Vous et elle n'êtes pas organisés pour vous comprendre entièrement l'un l'autre. C'est possible. Je l'estime. Je l'admire. Et cependant, mes impressions sur elle sont dures, peu charitables peut-être. Je crois, par exemple, qu'elle est incapable d'amour. Shirley, incapable d'amour? Qu'elle ne se mariera jamais. Je me la figure jalouse de compromettre sa fierté, de quitter son pouvoir, de partager sa fortune. Shirley a blessé votre amour-propre. Elle l'a blessé, quoique je n'eusse aucune émotion de tendresse, aucune étincelle de passion pour elle. Alors, Robert, c'était très mal à vous de chercher à l'épouser. Et très vil, mon petit pasteur, ma petite prêtresse. Je n'ai jamais dans ma vie désiré embrasser Miss Kildare, quoiqu'elle ait de belles lèvres, écarlates et rouges comme des cerises mûres. Ou si je la désirais, c'était le seul désir des yeux. Je doute que vous disiez vrai. Les raisins ou les cerises sont aigres s'ils sont placés trop haut. Elle a une jolie figure, de beaux cheveux. Je reconnais tous ses charmes, mais ils ne me touchent pas. Ou ils me touchent seulement d'une façon qu'elle dédaignerait. Je crois que si j'ai été véritablement tentée, c'est par la seule dorure de l'amorce. Caroline, quel noble personnage que votre Robert, grand, bon, désintéressé et si pur. Mais non parfait. Il a une fois commis une sottise, mais n'en parlons plus. Et n'y pensons plus, Carrie. Est-ce que nous ne le méprisons pas dans notre cœur tendre, mais juste, compatissant, mais droit? Jamais. Nous rappelant que nous serons jugés comme nous avons jugé les autres, nous n'aurons pas de mépris, seulement de l'affection. Ce qui ne suffira pas. Je vous avertis de cela. Autre chose que l'affection. Quelque chose de plus fort, de plus doux, de plus chaud, vous sera demandé un jour. Le pourrez-vous donner? Caroline était émue, fort émue. Calmez-vous, Lina, dit doucement Moore. Je n'ai aucune intention, parce que je n'ai aucun droit, de troubler votre esprit maintenant, ni de quelque temps encore. N'ayez donc pas l'air de vouloir me quitter. Nous ne ferons plus de ces allusions qui agitent. Nous allons reprendre notre causerie. Ne tremblez pas. Regardez-moi en plein visage. Voyez quel pauvre, pâle et triste fantôme je suis, plus pitoyable que formidable. Elle regarda timidement. Tout pâle que vous soyez, il y a encore en vous quelque chose de formidable, dit-elle, en baissant ses yeux sous ceux de Moore. Pour en revenir à Shirley, continua Moore, croyez-vous probable qu'elle se décide jamais à se marier? Elle aime, platoniquement, théoriquement, baliverne. Elle aime sincèrement. Vous a-t-elle dit cela? Je ne puis affirmer qu'elle me l'ait dit. Nulle confession semblable n'a passé sur ses lèvres. J'en suis persuadée. Mais le sentiment se fait jour malgré elle, et je l'ai vu. Elle a parlé d'un homme de façon à ce que l'on ne puisse se méprendre. Sa voix seule était un témoignage suffisant. Lui ayant arraché son opinion sur votre caractère, je lui demandai une seconde opinion touchant une autre personne, sur laquelle j'avais mes conjectures, bien que ce fussent les plus embarrassées et les plus confuses conjectures du monde. Je voulais la faire parler. Je la secouais, je la grondais, je lui pinçais les doigts lorsqu'elle essaya de me dérouter avec ses étranges et provoquantes railleries. Et enfin, le secret sortit. Sa voix, à peine plus élevée qu'un murmure, et cependant d'une si douce véhémence de ton, suffisait, je le répète. Il n'y eut aucune confession, aucune confidence sur la matière. Elle ne pourrait condescendre à ces choses-là, mais je suis sûre que le bonheur de cet homme lui est aussi cher que sa propre vie. Qui est-il? Je lui dis ce que j'avais deviné. Elle ne nia pas, elle n'avoua pas, mais elle me regarda. Je vis ses yeux à la lueur que jetait la neige. C'était assez. Je triomphai sur elle, sans pitié. Quel droit aviez-vous de triompher?
Voulez-vous dire que vous êtes... Peu importe ce que je suis. Shirley est une esclave. La lionne a trouvé son dompteur. Elle peut être la maîtresse de tout ce qui l'entoure. Elle n'est plus sa propre maîtresse. Ainsi, vous avez triomphé en reconnaissant une compagne d'esclavage dans cette femme si belle, si impériale. J'ai triomphé, Robert. Vous dites vrai? Si belle, si impériale. Vous le confessez? Une compagne d'esclavage? Je ne confesse rien, mais je dis que la hautaine Shirley n'est pas plus libre que ne l'était Agar. Et qui, je vous prie, est l'Abraham, l'héroïque patriarche qui a accompli une telle conquête? Vous parlez dédaigneusement, cyniquement et avec aigreur, mais je veux vous faire changer de ton avant que je n'ai fini avec vous. Nous verrons cela. Peut-elle épouser ce Cupidon? Un Cupidon? Il ressemble à peu près autant à Cupidon que vous à un cyclope. Peut-elle l'épouser? Vous le verrez. Je voudrais savoir son nom, Carrie. Devinez-le. Est-ce quelqu'un du voisinage? Oui, de la paroisse de Briarfield. Alors c'est quelqu'un indigne d'elle. Je ne connais personne dans Briarfield qui soit son égal. Devinez? Impossible. Je pense qu'elle est frappée de vertige et qu'après tout, elle se plongera dans quelque absurdité. Caroline sourit. Approuvez-vous le choix? Demanda Moore. Entièrement, tout à fait. Alors je donne ma langue au chien, car la tête qui possède ces flots luxuriants de boucles brunes est une excellente petite machine pensante, très régulière dans ses fonctions. Elle peut se vanter d'un jugement correct et ferme qu'elle a hérité de maman, je suppose. Et j'ai approuvé tout à fait, et maman a été charmée. Maman charmée. Mistress Prior. Cela ne peut être romanesque, alors. C'est romanesque, mais c'est convenable aussi. Dites-moi ce secret, Carrie. Par pitié, dites-le-moi. Je suis trop faible pour endurer ce supplice de Tantale. Vous l'endurerez. Il ne vous fera pas de mal. Vous n'êtes pas si faible que vous le prétendez. J'ai eu ce soir 2 fois la pensée de tomber à vos genoux. Vous avez eu raison de n'en rien faire. Je ne vous relèverai pas. Et de vous adorer. Ma mère était catholique romaine. Vous ressemblez à ces plus douces images de la Vierge. Je crois que j'embrasserai sa croyance pour m'agenouiller devant vous et vous adorer. Robert! Robert, restez tranquille. Ne soyez pas absurde. Je vais aller auprès d'Hortense si vous commettez des extravagances. Vous m'avez pris ma raison. Il ne me vient plus maintenant à l'esprit que les litanies de la Sainte Vierge. Rose céleste, reine des anges. Tour d'ivoire, maison d'or, n'est-ce pas cela? Allons, restez tranquillement assis et cherchez à deviner votre énigme. Mais maman charmée, voilà ce qui est le plus embarrassant. Je vais vous citer les paroles que dit ma mère en apprenant le secret. Soyez-en sûre, ma chère, un tel choix fera le bonheur de la vieille Miss Kildare. Je vais deviner une fois, mais pas davantage. C'est le vieux Elstone. Elle va devenir votre tante. Je le dirai à mon oncle. Je le dirai à Shirley, s'écria Caroline en riant joyeusement. Devinez encore, Robert. Vos erreurs sont charmantes. C'est le curé Hall. Non, vraiment. Celui-là est le mien, s'il vous plaît. Le vôtre. Oui, l'entière génération des femmes de Briarfield semble avoir fait leur idole de ce prêtre. Je me demande pourquoi. Il est chauve et myope. Fanny viendra me chercher avant que vous n'ayez trouvé le mot de l'énigme. Si vous ne vous hâtez. Je ne devine plus. Je suis fatiguée. Et puis je m'en inquiète peu. Que Miss Kildare épouse le grand Turc si elle veut, cela m'est égal. Faut-il vous le dire à voix basse? Oui, et vivement. Voici Hortense. Approchez. Plus près, ma petite Lina. J'aime mieux les murmures que les paroles. Elle murmura un mot. Robert fit un bond. Ses yeux lancèrent un éclair et il partit d'un bref éclat de rire. Miss Moore entra, et Sarah derrière elle vint annoncer
que Fanny était venue. L'heure de la causerie était passée. Robert trouva un moment pour échanger quelques phrases à voix basse. Il attendait au pied de l'escalier lorsque Caroline descendit après être allée mettre son châle. Dois-je maintenant appeler Shirley une noble créature? Si vous voulez dire la vérité, certainement. Dois-je lui pardonner? Lui pardonner? Méchant Robert! Qui avait tort, d'elle ou de vous? Dois-je l'aimer franchement, Carrie? Caroline lui lança un regard perçant et fit vers lui un mouvement dans lequel il y avait de la tendresse et de la pétulance. Seulement, dites le mot, et je m'efforcerai de vous obéir. Vous ne devez pas l'aimer d'amour. La simple idée en est coupable. Mais cependant elle est belle, particulièrement belle. Sa beauté est de celles qui gagnent à être vue souvent. La première fois que vous l'avez vue, vous ne l'avez trouvée que gracieuse. Au bout d'un an de connaissance, vous la trouvez belle. Ce n'est pas vous qui devez dire ces choses-là. Maintenant, Robert, soyez bon. Oh, Carrie, je n'ai pas d'amour à donner. La déesse de la beauté voudrait me courtiser que je ne pourrais répondre à ses avances. Le cœur qui bat dans cette poitrine n'est pas à moi. Tant mieux. Vous n'en êtes que plus en sûreté. Bonsoir. Pourquoi voulez-vous toujours partir, Lina, au moment où j'ai le plus besoin que vous restiez? Parce que vous désirez plus vivement garder lorsque vous êtes plus certain de perdre. Écoutez, un mot encore. Prenez soin de votre propre cœur. M'entendez-vous? Il ne court aucun danger. Je ne suis pas convaincue de cela. Ce platonique curé, par exemple. Qui? Malone? Cyril Hall. Plus d'un tourment de jalousie m'est venu de ce côté. Quant à vous, vous avez fait le galant avec Miss Mann. Elle m'a montré l'autre jour une plante que vous lui avez donnée. Fanny, je suis prête. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On est dans l'avant-dernier vlog lecture de Shirley de Charlotte Brontë. Est-ce qu'on est d'accord que c'était long? Oui. Ça n'a pas tant que ça avancé et moi je vois pas trop l'intérêt en fait du personnage de Martin. Sur le chapitre 7, on avait Martin qui est encore en train d'essayer de se servir en quelque sorte de l'attachement de Caroline pour Robert, pour garder un petit peu, pour avoir du pouvoir sur Caroline et pour avoir des prétextes à la rencontrer et à savoir des choses qu'elle ne sait pas. Sauf que du coup, comme ils se sont quand même plus ou moins dit des mots d'amour et compagnie, et que là je pense en fait que Robert il est prêt à la demander en mariage. Il reste 2 chapitres, hein, donc évidemment qu'il est prêt pour la demander en mariage. Et je pense que Caroline est tout à fait prête aussi à l'entendre, cette demande en mariage, parce qu'elle en peut plus non plus. Donc de ce côté-là, on va aller vers une résolution. Là où pour le moment, c'est peut-être un peu plus frais, enfin plus frisqué, c'est entre Shirley et Louis. Même si je pense qu'on n'est pas loin non plus. On va finir en happy end, ce qui peut être cool quand même quand... Parce que je vous rappelle que j'ai lu Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Donc je pense que ça va se goupiller comme ça. Le truc que je trouve très positif pour Robert, c'est qu'il est quand même parti d'un chef d'entreprise qui frôlait la banqueroute, qui frôle toujours la banqueroute, hein. Mais qui était prêt en gros à sacrifier, à faire ce qu'il faut pour que son entreprise survive. Et là en fait, il a eu, je pense que c'est le fait d'avoir failli mourir peut-être, et peut-être aussi le fait d'avoir couru après les 4 responsables de l'attaque des moulins, de son moulin et des autres. Il y a eu une prise de conscience que peut-être que les temps sont en train de changer. Et peut-être aussi une prise de conscience que si l'entreprise elle coule, elle coulera, j'irai travailler, c'est très bien d'aller bosser comme Joe Scott. C'est pour ça que je me dis, moi, Robert, je me souviens plus exactement des circonstances de l'héritage du moulin, mais il me semble que c'est
C'est pas un héritage direct, c'était pas son père ou un truc comme ça. Ça doit être un héritage qui est un petit peu plus lointain, où il y avait que des femmes, des trucs comme ça, donc un héritage un peu par ricochet, je sais pas comment on peut l'exprimer. C'est pas dans sa lignée. Mais bref, il assume le truc, etc. Et je pense qu'il fait peut-être un petit peu. Je sais pas s'il fait tâche ou pas parmi les chefs d'entreprise, là. Est-ce ils sont tous nobles ou pas? Je sais pas très bien. Toujours est-il que il a évolué. Et c'est vachement bien. Parce que déjà, il a évolué sur le plan de ce qu'il pensait sur le plan social. Et peut-être en acceptant aussi le fait que, bah écoute, ce qui lui pesait autant, là, cette entreprise, le poids de cette entreprise, si ce poids-là s'enlève, bah peut-être qu'il y a la vie, en fait, qui va prendre place à la place. Et oui, c'est un pléonasme. Mais oui, la vie, en fait, il va falloir qu'il s'occupe de sa vie et donc qu'il s'occupe éventuellement de cette petite Caroline qui soupire depuis des tas de pages quand même. Mais j'aime beaucoup, par contre, quand ils sont quand ils sont tous les deux ensemble, je trouve qu'il y a une intimité folle quand ils se disent des choses et compagnie. Et Caroline, là, elle a plus de répondants. Je pense que quelque part, je comprenais pas pourquoi au début le titre de ce livre c'était Shirley, alors que c'est Caroline le personnage principal. Mais quelque part, cette Caroline-là n'existerait pas sans la présence de Shirley. Parce que elle se faisait bouffer de tous les côtés et elle avait aucun soutien. Et là, enfin la Shirley qui l'a quand même bien soutenue. Et puis il y a la maman le retour aussi. Et cette gamine qui n'avait jamais vraiment été aimée ni soutenue, en fait, là, elle est aimée et elle est soutenue par sa maman qui essaye de se rattraper. C'est toujours pas très clair, je trouve, l'histoire de la maman. Je crois que ça devait être des violences conjugales qu'elle avait fui. Et peut-être que le fait que Caroline ressemble tant à son père, donc à son ex-mari, qui la battait sûrement et qui lui faisait peur sûrement, bah, je comprends en fait que quelque part dans son esprit ça a un petit peu vrillé puis qu'elle ait abandonné sa gamine. Euh, Bref, je trouve que c'est pas mal. Bon, après honnêtement, ça digresse à mort parce que au final, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que Martin... bon, Martin, il est chiant. Martin, c'est un sale gosse. Je préfère beaucoup, vraiment, vraiment de beaucoup, je préfère Henri. Henri, c'est le cousin de Shirley qui a une quinzaine d'années, et dont le précepteur est Louis. Henri, c'est un choubidou. Après, c'est un petit garçon encore. Martin, je me souviens plus trop l'âge qu'il a. Je vais regarder ce que je suis sur la page wiki. Je suis pas sûre que je vais la voir. Non, je l'ai pas. Ah, tiens, si vous voulez les âges. Caroline, elle a 18 ans. Shirley a 21 ans. J'ai Robert a 30 ans. Donc Louis doit être un peu plus jeune. Louis doit être un... Ouais, peut-être qu'il a 28, 29 ans. Il me semblait par contre que Hortense est plus âgée. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Miss Priya, ta. Bon, après, je suis complètement d'accord avec Céline. Tout l'aspect roman social, c'est un peu dispersé, mais il est pas très salé, quoi, le roman. C'est un petit peu dommage. Est-ce que vous voulez un petit peu de contexte d'écriture de ce roman? Parce que la pauvre... C'est un roman qui est paru, qui a été écrit et paru en 1849. Est-ce que vous vous souvenez que les Brontë, ils sont morts un peu par pelleté? Parce que donc papa et maman Brontë ont eu 6 enfants. 2 filles aînées qui devaient s'appeler, je crois, Maria et Elisabeth, un truc comme ça, qui sont mortes à 10-12 ans parce qu'elles ont été en pension, elles ont chopé la tuberculose. Papa les a rapatriées et elles sont mortes à quelques mois l'une de l'autre, il me semble. Et ensuite, en fait, le père Brontë, il va enterrer tous ses enfants et sa femme. Donc, parce qu'il me semble que j'avais vu un petit reportage, peut-être bien de Jeannot ce livre, je vous le mettrai en barre d'infos,
qui disait qu'ils habitaient dans un endroit qui était plus ou moins insalubre, que c'était... Enfin, tout ce qui était eau usée, etc., ça ne s'évacuait pas bien. Et qu'en fait, il y avait... Bah, c'était crade, quoi. Et ce qui favorisait aussi le fait que la tuberculose, il me semble, il me semble qu'ils sont un peu tous morts de la tuberculose. Mais Branwell, le frère, il avait des gros soucis d'alcoolisme et peut-être autre chose. Quand Charlotte Brontë était en train d'écrire Shirley, 3 de ses frères et sœurs sont morts. Branwell est mort en septembre 48. Emily est tombée malade et tuberculose et est morte en décembre 48. Et Anne est tombée malade et est morte en mai 49. Donc, bah pauvre Charlotte. Hein. Alors du coup, bon ça va pas trop vous. Bon, je vous le dis quand même vite fait, parce que là je suis sous la fiche Wikipédia en anglais sur Shirley. Apparemment, il y a des critiques qui disent que le personnage de Caroline Elstone était plus ou moins basé sur celui de Anne Brontë, et que peut-être... Ah ok. Il y a des critiques qui ont spéculé que Charlotte Brontë à l'origine voulait tuer le personnage de Caroline, mais qu'elle a changé d'avis parce que du coup, bah, Anne était morte. Et Hélène Nussey, une très vieille amie de Charlotte, a dit en fait que le personnage de Caroline était inspiré d'elle. Charlotte Brontë a dit à Elisabeth Gaskell. Donc Elisabeth Gaskell, c'est une autrice importante de leur époque. Non, j'ai pas de livre d'elle. C'est celle qui a fait Nord et Sud notamment. Cranford, quelque chose comme ça. Elle a dit à donc et cette femme-là est aussi la biographe des Brontë. Et il me semble qu'Elisabeth Gaskell doit être un petit poil plus âgée que les Brontë. Donc elle a dit à Elisabeth Gaskell que Shirley était ce que sa fille, ce que sa sœur Emily Brontë serait devenue si elle était née dans une famille aisée. Mais Hélène Nussey, donc l'amie d'enfance, disait qu'il connaissait Emily et, comme tout le monde en fait, disait qu'elle ne reconnaissait pas Emily dans Shirley. Ah! Et le nom de jeune fille de Miss Prior, c'est Agnès Grey, le nom du personnage principal du premier roman de Anne. Et Miss Prior était basée sur Margaret Wooler, la principale de Roe Head School, où Charlotte Brontë a été étudiante puis élève. Donc c'est le deuxième roman de Charlotte Brontë, après Jane Eyre. Et ensuite, il y a eu Villette. Et donc, ça se passe dans l'ouest du Yorkshire. Un endroit qui est connu par Shirley Country pour certains personnages certaines personnes qui vivent par là-bas. L'attaque sur le moulin de Robert Moore est basée sur l'attaque luddite. Donc, c'était les révolutionnaires de l'époque. Révolutionnaires. Comment dire, les grévistes, sur l'attaque des grévistes, donc des luddites, de Cartwright's Mill à Rawfold. L'endroit a pu être aussi inspiré d'un autre moulin, le moulin Taylor à Unsworth. Et bref, Charlotte Brontë qui vivait dans le coin, elle connaissait vraiment bien le coin. Alors, autre petite chose aussi, c'est que Jane Eyre et Villette sont tous les deux écrits. Donc, Jane Eyre, c'est le premier livre de Charlotte Brontë. Villette, c'est le livre suivant de Charlotte Brontë. Ils sont tous les deux écrits à la première personne. Donc, et Jane Eyre, c'est Jane Eyre qui raconte sa propre histoire. Villette, c'est une narration à la première personne, mais il précise pas de qui. Donc, Shirley, c'est narré par un narrateur omniscient qui n'est pas connu. Moi, je trouve que c'est beaucoup un narrateur-auteur. Je sais pas ce que vous en pensez.
Et quand... Alors Jane Eyre, ça avait été très très successful. Le Jane Eyre, quand c'est sorti, ça a eu un succès critique. Et puis, par contre, Shirley, c'était moyen apparemment. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que j'ai fait un peu le tour sur... On va aller voir un petit peu Charlotte Brontë. Elle est morte en 1855 à l'âge de 38 ans. C'est la seule de sa fratrie à avoir épousé quelqu'un. Ouais, donc Maria et Elisabeth. En fait, les quatre sœurs, Maria, Elisabeth, Charlotte et Émilie, sont allées dans la même école. Mais du coup, le père a rapatrié tout le monde quand ils étaient malades, en fait, et que les aînés sont décédés. Ce qui fait qu'en fait, il y a une grande part de ce qu'ils ont vécu qui est écrite, même si c'est écrit, c'est pas autobiographique réellement. Mais Jane Eyre, je pense que c'est tout à fait Charlotte Brontë. Même si Charlotte, peut-être, elle s'est un petit peu adoucie si, si elle se compare à Caroline ensuite. Parce que Caroline est quand même vachement douce. Elle a été élève à la Roe Head School, mais du coup, elle est revenue avec ses sœurs. Non, c'est pas la même chose. Elle a été élève ensuite à la Roe Head School. Elle est rentrée à la maison ensuite pour enseigner à ses sœurs, Emily et Anne, qui étaient plus jeunes, donc à la maison. Elle est retournée ensuite à la même école, la Roe Head, pour devenir enseignante. Elle a accepté ensuite un travail de gouvernante dans une famille locale, mais elle n'est pas restée longtemps. Après, elle a rejoint le Eger Pensionnat. Donc, c'était un pensionnat de jeunes filles à Bruxelles, d'abord comme étudiante et ensuite comme enseignante. Et il me semble bien qu'il y avait Émilie qui était avec elle. D'ailleurs, depuis le temps que je le dis, L'amour caché de Charlotte Brontë de Jolien Janzig, c'est une autrice qui est spécialiste des sœurs Brontë. Elle a été la première auteure non britannique conviée au rendez-vous littéraire annuel de la Brontë Society à Haworth. Faut que je lise celui-là. Et en fait, on suppose qu'elle est tombée amoureuse du chef de cette école-là. Elle a été obligée de quitter cette école parce qu'elle est tombée amoureuse du directeur, Constantin Eger, un homme marié, qui inspire à la fois le personnage de Rochester dans Jane Eyre. Donc Rochester, c'est quand même un peu forceur entre guillemets, parce que, enfin, il va pas forcer sur un plan physique, mais il a un comportement avec Jane à vouloir vraiment lui tirer les verres du nez, à essayer d'aller dans des endroits qui vont la foutre mal à l'aise en discutant avec elle, et à vouloir à tout prix réclamer une réponse en fait de la part de Jane Eyre. Et Constantin Eger aurait aussi euh, inspiré le personnage du professeur, donc le livre éponyme de Charlotte, le premier livre éponyme de Charlotte. Alors, les trois sœurs, Charlotte et Emily et Anne, ont essayé d'ouvrir une école à Haworth, mais elles n'ont pas réussi à avoir d'élèves. Elles ont ensuite publié en 1846 une collection de poèmes sous des pseudos, donc des pseudos de Currer, Ellis et Acton Bell. Le premier roman de Charlotte, The Professor, a été rejeté par les éditeurs, mais son second, Jane Eyre, est publié en 1847 et attire à la fois, enfin, il y a vraiment du succès, mais aussi de la controverse. Les réelles identités des sœurs sont révélées en 1848 et après, dans l'année suivante, Charlotte est connue dans les cercles littéraires londoniens. En 1854, Charlotte épouse Arthur Bell Nichols, un proche de son père, j'ai pas compris ce que c'est le mot. Elle tombe enceinte un peu après son mariage, en juin 1854, mais elle meurt en mars 1855, possiblement de la tuberculose, mais elle aurait pu mourir d'une complication de sa grossesse. Charlotte, ce serait la fille aînée, parce que c'est la troisième et que les deux aînés sont décédés, donc c'est la fille aînée.
Patrick. C'est vraiment une famille qui est. C'est une famille qui est quand même marquée par la pauvreté. Apparemment, le père était plutôt d'une famille pauvre et la mère était d'une famille un peu plus aisée. La maman, c'est la première à être décédée. A priori, c'était un cancer. Charlotte, elle avait que 5 ans. En fait, elle est tombée enceinte rapidement, mais elle est morte avec son enfant. Et je crois que ils disent que la cause de la mort, c'est sans doute de la phthisis. Ouais, c'est consumption, c'est la tuberculose. Les descendants des Brontë, ça vient pas de papa et maman Brontë, ça vient du frère du père, qui a eu plusieurs descendants notables. J'avais envie de prendre une plus grande partie ici, une plus grande part ici, comme la vidéo est plus courte que celle de la semaine prochaine. De parler un petit peu de qui était Charlotte et cette famille et compagnie. Je vous mettrai en lien des reportages que j'ai écoutés sur les sœurs Brontë, notamment une vidéo de Jeanne Ocelievre qui est récente, et des émissions aussi sans doute de France Culture que j'ai trouvé sympa. Je vais vous les mettre en lien. Et en tout cas, moi je trouve que c'est intéressant. Alors, très honnêtement, Shirley, j'aime bien. Mais je me lasse à la fin parce que c'est quand même vraiment long. On dirait qu'elle a pas envie de finir et qu'elle rajoute des trucs en fait. Parce que, bon après c'est mon esprit un peu pratico-pratique, mais quelque part, toute l'histoire avec Martin, c'est pour repousser le truc quoi. C'est un peu chiant quoi. Du coup ça rend le personnage encore plus insupportable. Ce qui fait que, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je pense que je ferai une bonne pause au niveau des Brontë parce que c'est vrai que Léo de Hurlevent c'était lourd au niveau de la de qui enfin au niveau de la thématique et de comment ça finit mal et compagnie. D'ailleurs, j'ai vu Hurlevent, le film là qui était sorti au Cinoche de Emerald de je sais plus quoi. J'ai pas aimé. Je vous mettrai un lien si vous voulez vers j'ai fait un petit post sur Instagram. J'ai pas aimé, hein. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé. C'était une adaptation, vraiment la vision de la réalisatrice, mais c'était aussi une vision très personnelle sur l'univers. Et en gros, si vous pensez à toute l'histoire des Hauts du Hurlevent, ce qui est au cinéma, c'est un tiers. Parce que après un certain événement, on ne sait pas ce que devient Heathcliff. On ne sait pas ce que devient la génération suivante. Il n'y a pas Nelly qui raconte toute l'histoire aux voisins aux nouveaux locataires et tout ça. Donc ceux qui ont déjà lu Les Hauts de Hurlevent, ça va vous dire quelque chose. Mais bon, ce qui fait que là, les Brontë, j'ai pas envie d'y retourner tout de suite. Et si j'y retourne, je pense que le prochain livre que je lirai, ça sera un livre de Anne. Sachant que les quelques petits trucs que j'ai pu lire en fait sur les sœurs Brontë, Anne, c'est peut-être celle qui est la plus conventionnelle. C'était celle qui était un peu plus religieuse et plus bien dans les clous par rapport au rôle d'une femme à l'époque, ce qui fait un peu plus sage quoi. Donc je pense que ça sera peut-être je sais pas encore si ça va être un livre qui va être. Qu'est-ce elle a écrit quoi? Je regarde vite fait. Elle a écrit Wildfield Hall et Agnès Gray au minimum. Voilà, elle a écrit 2 romans, a priori. Donc, ça sera un de ces deux-là. Je sais pas encore. Peut-être Agnès Gray, il me semble que c'est une histoire de gouvernante. Moi, j'aime bien les gouvernantes. Parce que là, par exemple, j'ai trouvé une histoire de servante. C'est une thématique que j'aime bien, moi. Le côté un peu domesticité, ça m'avait déjà vachement intéressé dans Downton Abbey. Mais bref, je m'arrête là. La semaine prochaine, on a les 2 derniers chapitres, donc les chapitres 11 et 12. Là, on est à 80... On est à 86% du 2e tome qui est une petite moitié. Donc ça va être fini rapidement. Donc j'essaierai de pas faire un vlog lecture trop long la semaine prochaine. J'aime bien. Moi je trouve que c'est cohérent dans les relations qu'il y a entre les personnages, les relations d'amitié j'avais envie de l'appeler Charlotte, entre Caroline et Shirley. On voit pas tant que ça les relations de frères entre Louis et Robert.
mais je continue à l'appeler Roger Moore. J'aime bien les relations entre les deux petits couples qui sont en train de se former, donc Shirley et Louis et Caroline et Robert. Mais ouais, les York, je les ai. Je suis assez mitigée sur les York aussi. Les York, c'est Madame York qui avait un peu envoyé promener Caroline en disant qu'elle essayait de séduire Robert. Séduire dans le sens de se servir de lui et se servir de ses charmes pour en obtenir quelque chose, quoi, super. Et Monsieur York, par contre, il a l'air un peu plus cool, plus gentil, plus droit dans ses baskets. Il a filé un coup de main quand même à Robert. Donc je suis assez mitigée sur eux parce que bah, j'ai l'impression en fait qu'en dehors des héroïnes, et qu'en dehors éventuellement de Hortense, qui est quand même un peu froide, elle est un peu con sur les bords, et Madame Prior, qui a cette espèce de rigidité aussi, tout en étant très aimante, en fait les femmes sont des connes dans ce film, dans ces bouquins, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'en dehors pareil, de Robert et de Louis, les vieux là, Elstone et je crois que c'est York son ennemi, ils sont pas super gentils. Joe Scott, c'est un gros con de misogyne. Oui, bon, c'est l'époque, etc. Ok. William Farren, je le trouvais cool. C'était le. Souvenez-vous, au tout début, c'était un des salariés de Robert qui avait participé à la révolte et à la casse des métiers à tisser. Et que Robert avait voulu lui retrouver un taf, mais il ne pouvait pas lui fournir de travail, lui, parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc il avait filé à peut-être York, d'ailleurs, en disant, tiens, il est gentil, il bosse bien, vas-y, embauche-le. Et mais enfin, il était vraiment le côté hyper sans gêne, c'était assez drôle. Mais William Farren, il était gentil. C'était un monsieur qui était marié et qui avait quelques enfants en bas âge, il me semble. Il devait avoir trois quatre gosses avec sa femme. Puis vraiment, ils avaient la dalle, quoi. Ils vendaient les meubles de leur maison pour s'offrir à manger. Donc voilà, ça parle un petit peu de la. Ouais, l'aspect social, il est quand même un peu saupoudré. C'est un petit peu dommage, mais c'était les débuts. C'était une femme, donc peut-être que les femmes ne pouvaient pas écrire comme les hommes, comme un Zola ou comme un Maupassant. Il y avait une super nouvelle de Maupassant, je ne sais plus comment elle s'appelle, où c'est un gars qui est parti peut-être bien de Normandie pour aller chercher du boulot parce qu'il n'y en avait pas ailleurs, qui finit par crever la dalle, je sais plus où, et il finit en fait, il a tellement faim qu'il profite que des gens d'une église, des gens du village soient partis à l'église pour aller baffrer le repas d'un petit couple. Il s'enfuit quand le petit couple revient et alors là c'est sorti de je sais pas où. Il finit par agresser une servante qui était partie étendre du linge, je sais pas quoi. Et le gars, je crois qu'il finit en prison ou exécuté, au choix. Mais genre la grosse peine de prison. Parce qu'il a été manger le rôti des pauvres gens qui étaient à l'église. Je l'ai trouvé très efficace et très rude comme nouvelle celle-là. Probablement dans les contes du jour et de la nuit. Bon, je m'arrête là. Passez un très bon dimanche. Mercredi prochain, je tourne en avance, donc je sais pas ce qu'il va y avoir. Je vais faire une pause au niveau des romans ou des lectures pour le moment. Je vais en fait sans doute prendre un petit peu d'avance et publier pour après. Hier, il est sans doute passé une vidéo où je vous invitais en fait à m'aider à trier dans la pile de contes et de romans que je propose de lire à voix haute. Même votez même pour plusieurs trucs si ça vous intéresse parce que comme ça je vais les étaler sur toute l'année et puis ça peut être sympa de faire une vidéo de ce genre une fois de temps en temps. Et donc voilà. Très bon dimanche à vous. À tout bientôt. Salut.